Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdomadaire, l'émission qui ne parle que du foot partout en Normandie, de la Ligue 2 jusqu'au foot amateur. On est là pour relever tous les sujets qui font l'actu, qui font votre passion au quotidien dans le ballon rond et notre région. Et pour parler de tous ces sujets, évidemment qu'ils soient du Stade Malherbe, du HAC, du foot régional, de la Coupe de France ou encore des dossiers chauds de la Ligue de Basse-Normandie et de Haute-Normandie aussi. Nous avons nos spécialistes. Premier de cordée aujourd'hui, Thibaut Deslandes de Tendance Ouest. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Julien Caillard. Salut Julien. Salut Sylvain, salut à tous. Et salut à toi, Jo Coach Gallon. Il est là. Bah oui, on parle de Coupe de France, on parle de National de foot amateur. Évidemment, il fait son apparition pour cette émission. Johan Gallon est avec nous. Salut Johan. Bonjour à tous. On va commencer avec le HAC, les amis, la Ligue 2 et ce match qui fait énormément de bruit. Le HAC va recevoir le Paris Saint-Germain lors de son premier match de préparation. Ce sera le dimanche 12 juillet prochain à partir de 19h au Stade Océane. Et messieurs, moi je m'arrête tout de suite sur une chose. On a vu le tableau des tarifs pour ce match. Thibaut Deslandes, votre avis, entre 30 et 60, quoi l'idée ? Je ne sais pas c'est quoi l'idée. Ce que je sais en tout cas, c'est que moi je serais pas prêt à dépenser autant d'argent pour aller voir un match de préparation, encore plus un premier match de préparation pour le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que moi, je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'on trompe un petit peu même le public et qu'on trompe un petit peu le spectateur parce que payer 60 € pour aller voir un match de très haut niveau et pour aller voir un match de championnat, pourquoi pas. Là, pour aller voir un match de reprise où il y aura beaucoup de turnover dans les effectifs, ouais, je trouve honnêtement que c'est un peu cher payé. Coach Gallon, votre avis là-dessus? Les matchs de préparation sont souvent des revues d'effectifs. Là, on annonce rien que le logo du Paris Saint-Germain et tout de suite, ça flambe. Est-ce que, selon vous, ce sera quand même plein? Parce qu'on annonce la jauge, elle est à 5000 personnes dans le stade aujourd'hui, mais il y aura forcément 5000, même à 60 € le billet. Oui, c'est clair, le stade, à mon avis, le stade sera plein, mais après, je pense qu'il ne faut pas mélanger. Là, on est en plein football business, encore une fois, et c'est un peu dérangeant, surtout dans la phase de préparation où il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de turnover. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un match de préparation. Donc moi, à mon avis, ce genre de match, moi, je l'aurais fait à huis clos, et puis il aurait été filmé, mis sur un écran géant à l'extérieur, ou je ne sais pas quoi, mais voilà, je pense que les vrais supporters du HAC, déjà qu'on a bien pu constater l'an passé, qu'ils n'étaient pas nombreux, donc des fois, il y avait des très très faibles affluences. Une nouvelle fois, faire ce genre de choses, rien que pour un match de prépa, ça ne va pas donner aux supporters d'aller voir par la suite leur équipe. Donc oui, il va y avoir du monde et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de Parisiens que de personnes du Havre. Mais encore une fois, on y reviendra je crois au cours de l'émission, mais tout est fait encore une fois pour le business et le foot de haut niveau et c'est un peu dérangeant parfois, nous on voit ça du monde amateur. Un peu dérangeant, Julien Caillard, est-ce que c'est votre avis aussi, vous, dans cette idée de tarifer un match, quand bien même soit-il face au Paris Saint-Germain, de manière aussi élevée? Bon, ça me paraît d'autant plus invraisemblable que tout ne reste que 4 mois, qu'il y a besoin de renouer un lien entre les supporters et leur club, qu'il y a peut-être matière à essayer de faire plaisir à des supporters. Et évidemment, à ces prix-là, on ne fait pas plaisir à tout le monde, ou en tout cas, à ces prix-là, on exclut un grand nombre de supporters. Je ne comprends pas très bien à quoi tout cela sert. Je ne comprends pas très bien pourquoi tout cela est mis en place. Et effectivement, Johan a raison, on est là dans un foot business qui dépasse l'amour que l'on peut avoir du ballon rond. Je trouve ça assez regrettable. Oui. Enfin, il y a autre chose, que je voudrais rajouter. Il y a autre chose que je voudrais rajouter là-dedans. C'est que grand club comme ça se déplace, il faut prendre en charge leur voyage. Voilà. Donc, est-ce que uniquement c'est le prix des places, c'est pour rembourser le voyage du PSG? Pourtant, il n'y a pas très loin. Mais l'autobus doit mettre du kérosène et l'hôtel doit avoir des robinetteries en or parfois. Et on a pu le constater aussi, nous, parfois, lors de la Coupe de France. Donc, c'est peut-être uniquement pour ça que le Havre fait payer les places aussi. Donc, je pense que. Ouais, le Havre a probablement une obligation, effectivement. On rappelle, c'est quoi l'ordre d'idée? Là, vous, coach Gallon, avec Granville, vous avez connu deux fois Marseille. Une équipe comme Marseille qui vient, quand bien même ce soit de la compétition, c'est quoi l'ordre d'idée, le pourcentage qu'ils prennent? C'est quoi leur manière de faire? Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a pu rentrer en négociation avec eux. Ça n'a pas été le cas de tous les clubs.
Mais voilà, c'est une participation à leur voyage. Mais, voilà, je ne peux pas donner de somme, mais c'est quand même. Nous, on a préféré faire ça, et tant mieux pour nous. Ça a été plus valorisant d'avoir une telle situation, une négociation avec eux, mais ça engendre quand même un peu d'argent. Un peu d'argent, effectivement. Alors pour les Havrais, ce sera quoi qu'il arrive un match de prestige, évidemment, que ce premier match amical, mais c'est un premier match amical. Du côté du Havre, il y a déjà 3 recrues, il y a déjà quelques départs. Julien Caillard, je me tourne vers vous. Paul Le Guen est en train déjà de régler ses effectifs. Il va y avoir, on le rappelle aussi, un arrêt du mercato du 9 juillet au 10 août. C'est quoi l'idée? C'est d'en avoir le plus possible avant cet arrêt de mercato, ou justement de prendre le temps, Julien? De prendre le temps, pourquoi? Pour engager de nouveaux Bien joueurs? préparer voilà, pour engager des nouveaux joueurs, ouais. Mais moi, je pense surtout que à 2 mois de la reprise de la compétition, l'heure pour Paul Le Guen, comme pour n'importe quel entraîneur, il est de préparer son effectif. Alors évidemment, j'imagine que Le Havre lorgne sur le mercato pour compléter son effectif, pour essayer de trouver des joueurs à des postes qui seraient cruciaux pour Le Havre. Mais je pense qu'aujourd'hui, Le Havre est engagé dans la volonté de préparer son effectif, de remettre son effectif à flot après une longue période d'arrêt et à 2 mois de la reprise de la compétition. Je pense surtout que Le Havre et le PSG, pour le coup, ne seront pas du tout dans la même dynamique. Il y a eu un club du Havre qui visera la fin du mois d'août et probablement le mois de septembre dans sa préparation. Et puis il y a le PSG qui, de son côté, est dans la quasi-obligation d'être prêt dès le mois prochain. Donc voilà, non, je n'ai pas de soucis particuliers avec ce que va faire Le Havre. Je pense que Le Havre est plutôt un club en avance, plutôt un club que l'on dit capable de jouer le haut tableau de Ligue 2 cette saison. C'est un club qui va avancer, qui va se servir de ce match pour avancer, oui. Qui va se servir de cette rencontre pour avancer ces 3 premières arrivées que l'on a détaillées ces dernières semaines. Des arrivées futures, des Havrais qui sont relativement sereins. Ça se poursuit. Par contre, ce qui jaillit du Havre en ce moment, Thibaut Deslandes, c'est la sérénité dans ce début de préparation. Oui, on voit clairement, je suis d'accord avec Julien, un club qui est en avance peut-être sur beaucoup d'autres et en avance probablement sur son voisin qui est le Stade Malherbe de Caen, et ça se ressent très nettement. Après, il faut encore patienter parce que on l'a vu cette semaine, le mercato va être scindé en 2 en France, et donc on va être obligé probablement d'attendre la mi-août, voire la fin août, pour voir se dessiner définitivement les effectifs. Et surtout, il peut se passer encore beaucoup de choses avec aussi des départs du côté du Havre. On l'a vu encore aujourd'hui avec l'officialisation du départ de Pape Gueye à Marseille, même si son départ avait déjà été annoncé par les dirigeants du Havre. Il peut y avoir encore pas mal de départs, et donc l'effectif d'ici la fin août, je pense encore plus que les autres années, pourrait être assez largement modifié. Coach Gallo, on a un mercato, comme vient de le dire Thibaut Deslandes, qui va être coupé. Donc, on s'arrête du 9 juillet jusqu'au 10 août. Et surtout, il y a de très fortes chances, et ça va être officiel dans les prochains jours, ce mercato devrait être prolongé jusqu'au 15 octobre. Est-ce que pour les coachs, ça change quelque chose? C'était déjà compliqué quand ça s'arrêtait fin août. Donc là, jusqu'au mois d'octobre, ça va être très long, parce que même si le championnat reprend un peu plus tard, et pas beaucoup plus tard, mais donc ça veut dire qu'à tout moment, vous avez préparé votre équipe. En plus, le championnat va commencer depuis plus d'1 mois, et puis à tout moment, vous pouvez perdre vos joueurs. Donc tout l'équilibre que vous êtes en train de travailler, tout ce que vous mettez en place, à tout moment peut tomber à l'eau. Donc forcément, pour les coachs, c'est encore quelque chose supplémentaire à gérer. Et de l'autre côté, est-ce que c'est pas également des opportunités supplémentaires aussi? C'est un équilibre à trouver, c'est quoi? Je pense que pour Le Havre, en l'occurrence, parce que je pense qu'il faut le voir de 2 façons avec Le Havre, c'est que la rentrée d'argent de Tino Kadewere et de Pape Gueye, ils ont quand même une manne financière aujourd'hui plus importante que l'an passé. Et le mercato n'a pas encore bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé au niveau L1, et tous les ans, il faut que ça bouge au niveau L1 pour commencer à pouvoir toucher des joueurs qu'on n'espérait pas au début 2 mois avant. Donc, je pense qu'ils sont dans cette stratégie, et avec la manne financière qu'ils ont aujourd'hui avec ces 2 joueurs, ça va leur permettre d'avoir un recrutement judicieux. Ils sont en avance, ça c'est sûr, ils sont sereins. Sereins pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un équilibre d'équipe et ils ont de l'argent qui leur permet d'investir.
Donc, ils ne veulent pas se précipiter. Ils ont raison parce que les bons coups seront à faire dans quelques temps et encore plus avec la nouvelle loi qui est sortie, qui risque d'aller jusqu'à mi-octobre. Exactement. En tout cas, les Havrais, il y a sérénité, il y a quelques recrutements. Il devrait y avoir un joueur marocain qui s'engage dans les prochaines heures du côté des Ciels et Marines également. Il l'a communiqué lui-même sur ses réseaux sociaux, son départ du Maroc pour rallier la France. Et donc, le Havre, on fera connaissance avec ce nouveau joueur venu du Maroc pour les Ciels et Marines. En attendant, on va vers la Coupe de France pour la deuxième partie de ce club foot de fin de saison, parce qu'on vous le rappelle aussi, c'est le dernier, ce club foot de ce jour avec la saison qui s'achève, et saison qui s'achève sur une annonce. Alors, Caillard, terminer la prolongation en Coupe de France, votre avis? Oui, alors c'est vrai que c'est une annonce qu'on n'a pas vu venir, qui s'est invité sur le terrain médiatique ces derniers jours et qui date de plus de 8 jours pourtant. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Écoutez, moi je crois que le président Noël Le Graët tient absolument à ce qu'on ne surcharge pas le calendrier. Et compte tenu du fait qu'on va reprendre à la fin du mois d'août, qu'on va s'arrêter tôt parce que l'Euro va arriver l'été prochain, il y a effectivement un calendrier qui est peut-être un peu embouteillé. Donc je peux comprendre la démarche. Maintenant, évidemment, la prolongation, c'est le charme de la Coupe de France. Moi, quand j'étais gamin, regarder un match de Coupe de France, c'était peut-être la possibilité de voir une demi-heure supplémentaire. Et ça comptait parce que c'était le folklore de la Coupe de France. Est-ce qu'il fallait supprimer cela pour dégager un petit peu de temps pour chacun tout au long de la saison? Je ne sais pas. Ça va peut-être générer des surprises, effectivement, puisqu'il y a une demi-heure en moins pour les clubs amateurs qui avaient parfois du mal à tenir contre des professionnels. Ça va peut-être générer des surprises. Maintenant, moi, je crois que la prolongation, c'est le charme de la Coupe de France. Qui a oublié cette incroyable prolongation entre l'Olympique de Marseille et Quevilly? Qui a oublié ces 3 buts inscrits en l'espace de 6 ou 7 minutes? Personne. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu, mais que voulez-vous, c'est l'évolution du football. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi la volonté de rassurer les diffuseurs sur le moment où s'achèvera la rencontre. Ça compte aussi pour la 3F. Johan Gallon, vous allez être obligé de battre les Girondins de Bordeaux dans le temps réglementaire. Maintenant, ça va tout changer quand même, non? Cette suppression de la prolongation, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire encore une fois que c'est que le foot du haut niveau qui est écouté. Voilà, tout simplement. Pourquoi on fait ça? Alors, moi, je voudrais bien qu'on me donne vraiment et réellement les causes d'avoir ce changement. Pour alléger le calendrier et réduire le temps de jeu des joueurs professionnels, notamment des clubs qui sont engagés sur tous les fronts. Ok, la Coupe de France, est-ce que c'est la Coupe de France des clubs professionnels? Ah mais non. C'est la seule compétition en France où on peut mélanger le monde pro et le monde amateur. Et on vient toucher à cette compétition qui est magique pour nous. Alors, dans ces cas-là, on n'a qu'à mettre un championnat de France à 18 équipes, on n'a qu'à enlever la Coupe de la Ligue, et puis on n'a qu'à laisser... C'est déjà fait pour la Coupe de la Ligue. Mais oui, pour la Coupe de France, il y a quand même... Mais est-ce que, coach Gallon, pour un club comme Granville, affronter une Ligue 1, est-ce que raccourcir d'une demi-heure, ça ne vous fait pas encore plus penser à l'exploit? Non. Parce que les pénaltys, les tirs au but, que ce soit Ligue 1 ou National 2, ils sont tirés de la même manière. Oui, mais il y a une gestion du temps qui va être différente. Les effectifs qui sera différent. Quand vous jouez une Ligue 1 ou une Ligue 2, que ça soit en semaine, le coach il gère son effectif, il prévoit à peu près tant de jeu pour tel joueur, et il se dit, il fera tant de temps. Que là, sur 1h30, la gestion du temps de jeu va être complètement différente. Et moi, je pense que ça donnera encore moins d'exploits, et ça permettra moins d'exploits au club amateur. J'en suis persuadé à 100%. Tout le monde pense qu'en durant et en enlevant les prolongations, ça va être différent. Il y aura une gestion du temps de la part des clubs pro et des joueurs aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas croire quand nous, petits clubs, on joue une Ligue 1, une Ligue 2. Moi, je le sais parce que j'ai été de l'autre côté. S'il y a un rapport de force qui est hyper important et de faire voir à l'adversaire que vous n'avez pas peur d'eux. Mais eux, et déjà, ça les ennuie de jouer contre un club amateur. Dans la préparation du match, ils ne sont pas dans le même investissement qu'un match de haut niveau. Et là, forcément que sur 1h30, le discours du coach et l'intention des joueurs va changer. Et moi, je pense que ça laissera encore moins de place au club amateur. Thibaut Deslandes, vous
vous êtes président d'un club amateur de National 3, en l'occurrence celui de Saint-Lô. Votre avis sur cette suppression de coach Gallon, vous êtes comment vous? Alors il y avait un argument que j'avais pas forcément pris en compte, c'est effectivement la gestion de l'effectif que vient de souligner Johan. Moi je suis un petit peu en désaccord par rapport au fait qu'il y aura moins d'exploits. Je pense que ça va clairement ouvrir la porte quand même, et peut-être même encore plus dans les premiers tours. Ça va clairement ouvrir la porte à des exploits, parce que tenir 90 minutes sur une équipe qui vous est largement supérieure, c'est quand même moins compliqué, notamment physiquement, que de tenir 120 minutes, et on verra des équipes qui vont se faire sortir au tir au but, alors que probablement sur des éditions précédentes, elles seraient passées à la 114e minute face à une équipe pétrie de crampes et qui physiquement n'aurait pas pu tenir le coup. Donc je pense quand même qu'il y aura que ce sera plus propice aux exploits. Après, très honnêtement, moi, sur le fait qu'on supprime la prolongation, oui, on supprime une partie du charme de la Coupe de France, mais quand nous, les clubs amateurs, on arrive en 32e ou en 16e de finale, en plein milieu de semaine, qu'on n'est pas du tout habitué à ce rythme-là, et qu'il faut se cogner 120 minutes de jeu, plus un match le samedi suivant contre une équipe de notre championnat, c'est déjà difficile de revenir au quotidien. Alors vous imaginez que physiquement, c'est déjà compliqué, donc moi, je pense que ça peut permettre aussi à des clubs amateurs comme les nôtres de mieux gérer leur saison et de mieux gérer la transition coupe-championnat. Après, très honnêtement, là, c'est même pas un avis de président, c'est un avis personnel, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais chacun a son avis. En tout cas, c'est une décision qui a fait du bruit un peu partout dans le foot amateur. Sylvain, Julien, encore oui. une fois, moi, ce que je regrette le plus là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas de concertation. Ça tombe d'en haut, sans qu'on sache très bien pourquoi, et on découvre cela au détour d'un procès-verbal. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas faire l'objet d'un consensus issu d'un débat entre les acteurs du monde pro, mais aussi les acteurs du monde amateur, quel que soit leur niveau? Encore une fois, on est infoutu de débattre. Jo Gallon, c'est votre avis aussi, le manque de concertation avec les clubs amateurs qui fait que cette décision, justement, fait débat? Complètement. Nous, on n'a pas reçu de courrier de la Fédé ou de mail en nous expliquant qu'il pouvait se passer ça. On n'a pas du tout été concerté. Et encore une fois, on fait uniquement ça pour les clubs professionnels, pour pas surcharger leur championnat. Il va y avoir bientôt aussi la Coupe du Monde. Et puis ceci, il y a une pression de la part de tout le monde. Et encore une fois, nous, on n'est pas concertés. Alors que c'est la seule compétition qui peut mélanger le haut niveau, les professionnels, avec les amateurs. Moi, je ne sais pas, je pense que Thibaut et puis toi, Sylvain, vous étiez au stade Louis Dior. La prolongation contre Bordeaux, ça a été incroyable. Donc, on va enlever un moment magique du football. Et moi, je préfère jouer une prolongation et aller jusqu'au penalty, même si ça s'arrête avant, c'est un peu mieux, que d'arrêter un match à la 90e et puis penalty derrière. On enlève une partie de magie. Les supporters, c'est quelque chose d'incroyable, une prolongation. Et quand vous êtes coach, c'est plus beau d'aller gagner un match au bout d'une prolongation que d'arrêter au bout de 90 minutes. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, je vois que Thibaut est partagé, donc ça veut dire que tout le monde... Moi, j'ai consulté personne là-dessus, donc ça veut dire que tout le monde est partagé. Mais en tout cas, moi, qui ces dernières années, on a réussi à faire des petits parcours, je trouve que les prolongations, c'est quand même quelque chose d'excitant. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on n'est pas partagé, messieurs, juste pour une seule chose? C'est qu'il y a encore les pénaltys, qui est le sommet de cette dramaturgie. Moi, s'ils avaient supprimé les tirs au but ou qu'ils étaient revenus comme dans les années 50 à juste la prolongation et puis on se revoit dans 3 jours pour refaire un match, là, voilà, les tirs au but, ça reste la dramaturgie par-dessus tout. Mais là, je suis d'accord avec toi, Jo, sur le match de Bordeaux ou sur la prolongue de Bourg-Péronat, ce sont des moments effectivement extrêmement particuliers. Mais en fait, ce qui partage les gens, c'est qu'il y a toujours les tirs au but et que peut-être qu'en enlevant une demi-heure, ça éviterait l'effondrement de l'amateur justement face aux professionnels. C'est aussi ça qui partage les gens finalement. Ouais, non, mais c'est sûr, chacun voit les choses différemment. Après, moi, je veux pas que ça enlève la magie de cette compétition. J'ai peur que ça enlève un peu de magie et que ça soit un peu différent. Quand vous prenez un billet et que vous savez que vous allez pouvoir, comme je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, quand tu sais que tu vas pouvoir vivre une demi-heure supplémentaire, c'est quelque chose de fabuleux. Quand tu aimes le foot, tu as une ambiance particulière dans les matchs de coupe, surtout un petit club contre un club professionnel, t'en prends pour une demi-heure de plus, mais t'es heureux, t'as l'impression que ça dure des heures, ça s'arrêtera jamais. Et puis quand il y a la qualification en bout, t'as passé une soirée
magique et j'ai l'impression que quand ça va s'arrêter au pénalty, ça sera un peu différent. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai qu'on aurait pu avoir notre petit mot à dire et il n'y a pas trop de discussion. On t'impose des choses et puis tu n'as pas le choix. Voilà. Ouais, le manque de concertation, c'est ce qui revient effectivement dans l'ensemble de vos propos. Messieurs, on attaque le gros de la falaise dans cette dernière émission de la saison, la troisième et dernière partie, le Stade Malherbe de Caen. C'est le jour J, en ce jeudi 2 juillet, la DNCG va se prononcer sur le cas après avoir l'herbe de Caen. Est-ce que les pièces ont été fournies ou pas? À l'heure où l'on se parle, en ce jeudi matin 2 juillet, aucune pièce nouvelle n'a été apportée au dossier du Stade Malherbe de Caen. Julien Caillard, où est-ce que l'on va sur les coups de 18h ce soir? Vers une relégation du Stade Malherbe, vraiment? Écoutez, vous l'avez dit, il semble au regard des informations qui sont les nôtres ce matin que le club ne sera pas en mesure aujourd'hui de mettre sur la table des pièces complémentaires, ces fameuses garanties financières réclamées par l'organe de contrôle de gestion. Et donc, dans ces conditions, oui, bien sûr, le club s'expose à une sanction qui pourrait être effectivement la relégation administrative. Alors évidemment, une telle décision serait un coup dur pour le club, dont l'image serait écornée, pour la direction, dont le sérieux et la rigueur seraient... Mais dans les faits, cette décision, Sylvain, elle ne serait pas catastrophique parce que si elle était effectivement prise, elle serait évidemment immédiatement frappée d'appel par le club qui aurait alors une quinzaine de jours supplémentaires pour réunir ces fameuses garanties de nature à lui permettre de s'en sortir devant la commission d'appel de la DNCG, une commission devant laquelle Sochaux s'en était d'ailleurs sorti la saison passée après avoir été rétrogradé en première instance de Ligue 2 en nationale. Donc, pour répondre à votre question, oui, la relégation administrative pourrait parfaitement être prononcée aujourd'hui, mais dans les faits, le Stade Malherbe resterait en position de pouvoir l'éviter. Et à titre personnel, je suis convaincu qu'à la fin, il l'évitera. Bon, y revenir à cette histoire. Voilà le préambule. Les bases de cette journée sont posées par vous, Julien Caillard. Thibaut Deslandes, on revient. On est dans une lutte de deux blocs. Un bloc d'actionnaires qui souhaitent s'en aller et vendre ses parts à son prix. Un bloc emmené par Pierre-Antoine Capton qui, lui, souhaite racheter le club avec des investisseurs étrangers américains dont la branche Europe de ce fonds d'investissement s'occuperait éventuellement des parts du Stade Malherbe et des investissements à mettre. Est-ce qu'aujourd'hui, Thibaut, il faut qu'un des deux blocs cède? Sinon, ça va dans le mur. Ça s'appelle une négociation, non? La problématique, c'est pas de savoir s'il y en a un des deux qui va céder. Il y en a forcément un des deux qui va céder pour trouver un accord. La problématique, c'est de savoir combien de temps ça va durer pour savoir si la DNCG va accepter que le Stade Malherbe de Caen finalement continue son parcours en Ligue 2. Je suis assez d'accord avec Julien, je ne crois pas un instant à la relégation. Au bout du compte, peut-être qu'elle sera prononcée aujourd'hui, mais je ne crois pas un instant au fait que le Stade Malherbe soit relégué administrativement en national, sauf si les négociations sont trop longues. Parce que le Stade Malherbe de Caen n'a pas de temps devant lui. Et la problématique, elle est là. Le club n'a pas financièrement de temps devant lui. Le temps, c'est ce qui prédomine aujourd'hui. On l'a vu la semaine dernière, la DNCG a accordé une semaine de délai. Est-ce que l'on peut imaginer, coach Gallon, que cette DNCG aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y ait pas, à l'heure où l'on se parle encore une fois, de pièces supplémentaires apportées au dossier, redonner un autre délai au Stade Malherbe? Je ne pense pas qu'il y aura d'autres délais parce que cette commission, on l'a vu par le passé, avec des clubs comme Strasbourg, comme Sochaux, comme Bastia. Nancy, Strasbourg, Sochaux, Bastia, oui, bien sûr. Voilà, comme toute commission et surtout cette commission, il n'y a pas de sentiment. Donc, si aujourd'hui le Stade Malherbe n'a pas fourni toutes les pièces nécessaires à ce que le club puisse repartir en Ligue 2, je pense qu'il peut y avoir, sur le coup de 18h, une relégation. Moi, rien que le fait de penser à ça, ça m'en donnerait les larmes aux yeux. Je ne peux pas comprendre que mon club que j'aime arrive dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin, je pense que le club ne descendra pas. Je suis totalement d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a deux projets différents. Parce que si le premier projet avec M. Capton ne passe pas, et qu'il va bien falloir qu'il y ait un deuxième projet, ça ne peut pas être le même. Parce que le même ne sortira pas dans 15 jours. S'il n'est pas sorti aujourd'hui, qu'il ne sort pas dans 15 jours, on sera dans la même situation. Donc, il y aura un plan B. Il y aura un plan B au moins pour proposer un budget pour la saison prochaine, même s'il est moindre que celui de cette année. Donc, on ne sait pas où on va. Alors, peut-être qu'on va aller vers quelque chose
qui va propulser le Stade Malherbe très haut, et je l'espère. Peut-être qu'on va aller vers quelque chose qui va permettre de proposer un budget, et là, à mon avis, ça ne sera pas avec M. Capton, qui proposera un budget pour l'an prochain pour que le Stade Malherbe puisse vivre une saison supplémentaire. Et ça, je pense qu'elle en a les moyens. Ou alors, il peut se passer, si M. Capton n'arrive pas à mettre son projet en place, ça peut à nouveau avoir des distensions énormes à l'intérieur de ces 13. Et puis là, peut-être que le Stade Malherbe peut être en danger. Vraiment. Donc, c'est pour ça, Julien Caillard, je me tourne vers vous. On est arrivé au point de rupture cette fois. Le modèle mis en place depuis le début des années 2000, c'est là, c'est maintenant qu'il doit être rompu parce que de toute manière, il n'y aura pas d'après finalement. Moi, je pense qu'il faut bien voir que les actionnaires ont mandaté Pierre-Antoine Capton pour bâtir un projet. Exact. Alors, en l'occurrence, il semble qu'il soit en train de le bâtir avec le soutien d'un fonds d'investissement américain, mais ce projet, les actionnaires le voulaient. Moi, je ne crois pas un seul instant que tout ce petit monde ne va pas finir par s'entendre dans le délai imparti, c'est-à-dire dans les 15 prochains jours. Parce que alors, c'est juste fait exprès pour tordre le bras dans cette négociation, cette attente. Mais bien sûr, parce que personne n'a intérêt à faire échouer ce projet de reprise. Mettre en échec ce projet, ça signifierait, Johan l'a dit, pour les actionnaires être en mesure de mettre en œuvre un autre projet, un projet de recapitalisation interne. C'est le fameux plan B, ce fameux plan que Fabrice Clément appelle le projet à minima. Écoutez, pour être clair, je pense que personne n'y croit un seul instant, et selon mes informations, personne n'y a jamais cru. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Et si les actionnaires, au bout du bout, après avoir mandaté Pierre-Antoine Capton, rejettent son projet, alors ils choisiront la politique du pire, alors ils choisiront la politique de la terre brûlée, et alors oui, la menace de relégation sera réelle. Mais quel serait l'intérêt de ces actionnaires de faire cela ? Ils y perdraient leur crédibilité, passeraient pour les fossoyeurs du club, et y perdraient les quelques billes qui sont encore les leurs. Personne n'a intérêt à ce que ce projet de reprise échoue. Alors oui, il y a des négociations difficiles entre les repreneurs et les actionnaires actuels. Oui, il y a des divergences sur le montant des parts que certains veulent vendre à un prix et que d'autres veulent racheter à un autre prix. Mais moi, je alors aujourd'hui, petite pause, Julien, on est sur ces actions-là, Julien, sur le rachat de parts, on est sur une valeur 1 à 3 en fait. Aujourd'hui, il y en a qui veulent le vendre 3 et l'autre qui veulent l'acheter 1. Voilà, c'est la base de la négociation. Il reste 15 jours pour rapprocher. Ça va finir à 2, quoi. Ça va finir à 2. Mais c'est le principe de la négociation. Et chaque jour qui passe va nous rapprocher du mur. Et quand on sera véritablement au pied du mur, alors tout le monde, comme c'est toujours le cas dans une négociation, finira par se mettre sérieusement autour de la table, tout le monde finira par sérieusement faire des concessions et tout le monde finira par sauver ce club parce que personne n'a intérêt à jouer la politique du pire. C'est votre avis, Jo Gallon, ça, ce que vient d'exposer Julien Caillard à l'instant ? Ouais, après que ça soit dans le football ou dans la vie de tous les jours, dans toutes les entreprises, ça se passe très souvent comme ça. Par contre, là, il y a quelque chose de différent, c'est qu'il y a le côté sentimental. Parce que dans les personnes qui sont dans le groupe des 13, il y en a qui sont vraiment amoureux du Stade Malherbe. C'est pas uniquement, ils n'ont pas mis de l'argent dans une entreprise à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Ils ont mis de l'argent parce que certains aiment vraiment le Stade Malherbe. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y ait le côté sentimental qui vienne aussi dans la gestion de cette période. Et là, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, après, c'est encore une histoire de sous et je pense que le Stade Malherbe mérite aussi de dégager beaucoup plus de valeur. Et ça m'ennuie un peu. On est tout le temps en train de parler d'argent dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier que c'est du foot. Et j'aimerais bien, moi, de temps en temps, que les choses soient un peu plus claires et qu'on puisse avancer plus rapidement. Mais en tout cas, la situation ne me fait pas plaisir, m'inquiète. Et si même rien qu'aujourd'hui, j'apprends qu'à 18h, le Stade Malherbe est relégué, ça sera déjà dur à encaisser. Et après, il n'y aura plus qu'à prier le bon Dieu qu'une solution soit trouvée dans les 15 jours et que le Stade Malherbe soit toujours vivant. C'est le plus important. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux.
On va y venir justement au terrain. Vous disiez qu'il faut parler plus de foot, coach Gallon. On va parler de foot. Dans quel état d'esprit est votre homologue Pascal Duprat aujourd'hui? Parce qu'on l'a vu clairement le 22 juin. Il est arrivé, il a expliqué qu'il me faut circuit ou alors il fallait faire sans moi. Ça ressemble quand même à un état d'esprit qui est assez interrogatif dans son camp en tout cas. Oui, après, chacun sa place, hein, Sylvain, tu sais bien, on va pas mélanger les places de tout le monde, mais tout ça. Enfin, en tant que coach, toi, t'es coach, il t'arrive la même chose à échelle à Granville en National 2. L'état d'esprit, il est comment? Ça reste aussi, même en étant chacun à sa place, ça reste un entraîneur de football avant tout, qui doit préparer un groupe pour une saison. Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, c'est clair que si je me mets à sa place, il ne peut pas travailler dans la sérénité parce qu'il ne sait pas où il va. Ça, c'est une chose importante. Il faut dégraisser, mais à quel moment, jusqu'à quel montant. Il peut recruter, il ne peut pas recruter. En fait, aujourd'hui, il s'entraîne, il a un groupe et puis il ne peut rien faire. Voilà. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que de l'autre côté, il sent les actionnaires avoir envie de lui pour la suite? C'est pas sûr. C'est peut-être aussi une façon pour lui de prendre des distances. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a rien de clair dans cette situation. Est-ce que quand les nouveaux actionnaires vont arriver, est-ce que M. Duprat ne sera pas contesté? Question à vous, Thibaut Deslandes, justement. Est-ce que l'on est parti très clairement, une fois la reprise actée, pour des départs de Fabrice Clément, le président, de Johan Odin, le directeur sportif, d'Arnaud Tanguy, le directeur général, et de Pascal Duprat, pour que le projet Capton, tel qu'il est présenté, se mette totalement en place? Cette reprise, elle induira forcément des changements. Je pense que le premier changement qu'elle induira, c'est très probablement un changement de président. Ça me semble difficile de voir Fabrice Clément rester à la tête du Stade Malherbe de Caen dans cette hypothèse-là. Pascal Duprat, je sais pas trop quoi en penser parce que il fixe un ultimatum mais sans vraiment le fixer. Il lâche ça comme ça, c'est une phrase qui est lâchée, mais au milieu de nulle part cette phrase là, de dire si recrue, il fallait faire sans moi. Mais c'est exactement ça, c'est totalement duprasien, mais c'est pas du tout impossible que le changement de président induise des changements à tous les niveaux. Vous avez parlé du changement au niveau du Hanodelin, mais on peut aussi rajouter au niveau du centre de formation l'avenir lié avec Stéphane Nadeau notamment. Enfin, peut y avoir vraiment beaucoup de bouleversements. Juste, je voudrais revenir un instant et échafauder une hypothèse. Julien a dit je ne crois pas que personne n'a intérêt à ce que les négociations échouent. Juste une petite hypothèse comme ça, un peu comme Duprat, elle sort de nulle part, mais et si l'un des actionnaires avait lui intérêt à ce que les négociations échouent pour se poser en sauveur du club à un moment ou à un autre à la fin de ces négociations, c'est pas quelque chose de totalement impossible. Julien Caillard, votre avis là-dessus? J'y crois pas parce que d'abord, si un actionnaire avait souhaité se poser en sauveur, alors vous parlez de qui? De Pierre-Antoine Capton? Pas forcément de Pierre-Antoine Capton, mais est-ce qu'on peut pas imaginer d'un autre est-ce qu'on peut pas imaginer un des actionnaires laisser traîner les négociations et se poser en sauveur, pas à moindre coût, mais en tout cas en fin de course? Mais ça ne me paraît pas possible pour deux raisons. D'abord, parce que on parle de quelques millions d'euros à mettre au pot immédiatement, avec pour cet actionnaire qui mettrait au pot la nécessité d'un prêt derrière garanti par l'État et de vente de joueurs. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis par ailleurs, les statuts... Et puis je vous interromps quelques secondes, Julien Caillard. Je vous interromps, voilà, il faut les votes des 13. Mais bien sûr. Il faut que ceux qui sont vendeurs aujourd'hui se transforment en acheteurs demain pour racheter ceux qui ne sont pas vendeurs aujourd'hui. Donc on va vers le même problème finalement. Aujourd'hui, les statuts du club veulent que les actionnaires soient actionnaires à parts égales, que le SMC10, la holding SMC10 qui comprend 13 actionnaires, voit chacun de ces 13 actionnaires avoir rigoureusement la même part que le voisin. Donc il est impossible d'envisager qu'un de ces actionnaires sorte du bois au dernier moment pour se poser en sauveur, puisqu'il se confrontera à la problématique de l'investissement que seront ou non capables de faire, que voudront ou non faire ses homologues. Sauf à imaginer que lui veuille tout racheter, mais là on repart dans un cycle
où il faut négocier et voir si tout le monde est vendeur. Donc non, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul véritable projet de reprise aujourd'hui, un seul qui permette la pérennité du club à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et j'ai beau faire les choses dans tous les sens, je ne vois pas qui a intérêt à voir ce projet capoter. Est-ce que Pierre-Antoine Capton, messieurs, peut dire à un moment, ça y est, bon, j'en ai marre, vous voulez pas de mon projet, je m'en vais. C'est possible, ça? C'est évidemment une problématique. Je doute qu'il ait depuis des semaines travaillé avec un fonds de pension, un fonds d'investissement. Moi, personnellement, américain. Je pense que c'est impossible. Il n'arrêtera plus maintenant. Mais non, mais ces gens-là sont rompus au monde des affaires. Il a bâti un projet important avec un fonds d'investissement américain. Il connaît les rouages de la négociation. Il sait que ces négociations, très généralement, aboutissent quand plus personne n'a véritablement le choix et lorsque le mur arrive, lorsque tout le monde est au pied du mur, et en homme d'affaires qu'il est, il va aller jusqu'au bout. Donc non, je ne crois pas un seul instant que lui se retire. Et puis, n'oublions pas qu'il est aujourd'hui, lui, actionnaire. Quel intérêt aurait-il à se retirer pour mettre le club dans une situation impossible qui pourrait rendre envisageable sa descente en national? Il n'y a pas d'intérêt, lui non plus. Surtout qu'en matière de crédibilité, je pense que c'est lui qui a le plus à perdre aujourd'hui. Développez, Thibaut. Allez-y, continuez. En matière de crédibilité, à partir du moment où il s'est engagé dans ce projet-là, s'il n'allait pas au bout maintenant, je pense que lui, en termes de crédibilité, on parlait de la crédibilité des actionnaires, d'actionnaires fossoyeurs du club. Lui, en termes de crédibilité, là, sa crédibilité serait clairement très entamée s'il n'allait pas au bout du projet. Oui, de cet avis, Coach Gallon, attendez, on va aller voir Coach Gallon. Est-ce que vous êtes de cet avis? Aujourd'hui, il n'y a que Pierre-Antoine Capton qui doit reprendre, y compris pour lui-même, coach? Aujourd'hui, c'est la seule voie qui a été proposée et c'est la seule personne qui s'est proposée à essayer de sauver le club et à trouver une solution. Maintenant, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on ne voit jamais personne s'exprimer. 10 personnes, enfin 13, ils sont 13, c'est pas énorme. Et on ne voit jamais personne s'exprimer. Donc on ne sait toujours pas ce que ces personnes veulent. Et il fuit la discussion, hein, je peux vous le dire. Arrête tous globalement la discussion, ça c'est absolument. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt. Mais ça veut dire aussi que est-ce que messieurs, quand on les entend par porte-parole divers et variés expliquer que leur intérêt c'est le Stade Malherbe, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire à ça, coach? Pour certains, oui, parce qu'il y en a, c'est vraiment des amoureux du Stade Malherbe. Pour d'autres, déjà, je ne peux pas trop en parler parce que je ne les connais pas. Mais il y a des personnes que, quand moi j'étais là, étaient déjà là au club. Donc, on ne fait pas plus de 20, 25 ans. Ça réduit l'entonnoir quand même. Là, on va vite pouvoir trouver quand même. Là. Mais il y a des gens amoureux du club, mais après, c'est compliqué quand on sait quelques petites choses, d'en parler, de pas... Non, mais c'est aussi pour ça qu'il faut rompre avec cette mise en place-là. Il faut partir vers autre chose aujourd'hui. C'est ça la vérité. Ah oui, mais est-ce que tout le monde l'entend de cette façon? Est-ce que tout le monde, quand vous avez acheté des départs, à un tel prix, et qu'on vous en propose 3 fois moins, comme tu dis, et que vous êtes amoureux du Stade Malherbe, que vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup d'investissements, est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Ça veut dire que vous avez une partie de votre bébé qui s'en va. Mais on ne sait pas tout ça. Moi, c'est des hypothèses, mais je me mets à la place de certaines personnes. Il y en a d'autres qui sont arrivés plus récemment, qui sont plus dans le business. Donc, c'est encore autre chose. Mais il y en a d'autres à l'époque, c'était pas du tout dans le business. C'est des amoureux du stade. Et il y a un manque de transparence. Il y a un manque de transparence. De toute façon, le Stade Malherbe, il y a un manque de transparence depuis 2 ans maintenant. Et qui emmène le club petit à petit dans une situation compliquée. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle, qu'on explique. Alors, on a un président, Fabrice Clément, qui parle sans être dans le club des 10. Enfin, vous voyez un peu comment ça se passe. C'est incroyable. Mais Sylvain. Allez-y, Julien. Sylvain, si je peux me permettre, moi, je pense. Permettez-vous. Si Mathieu Billot du Foot Normand était là, il nous dirait tout le mal qu'il pense de ce système d'actionnariat partagé. Il nous dirait à quel point il pense que c'est un système du XXe siècle et qu'aujourd'hui, il faut entrer dans le XXIe siècle définitivement. On dit tous ça. Hein. Non, on salue camarade Mathieu, mais on est tous d'accord avec ça. Alors,
Moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense que ce système d'actionnariat partagé avait ses avantages, a eu ses avantages, qu'il peut encore en avoir aujourd'hui. Et je pense qu'il a des inconvénients. Mais pourquoi est-ce que moi, je pense fondamentalement qu'on est arrivé au bout d'un cycle ? C'est parce que quand ce système d'actionnariat à parts égales a été pensé au début des années 90, puis au moment de la privatisation au début des années 2000, tout le monde savait que cela nécessitait, ce système-là, une bonne gestion financière du club, une gestion de bon père de famille, sans quoi il fallait que tout le monde s'entende pour recapitaliser le club, ce qui était extrêmement compliqué. Et puis par ailleurs, je crois moi que le système, il a été conçu pour que l'un des actionnaires majoritaires soit le président. Il n'a jamais été conçu pour qu'un Fabrice Clément, en dehors du SMC10, voilà, apparaisse comme le président du club. Voilà deux éléments qui font qu'à mon avis, le système a été dévoyé et pourquoi, à mon avis, le système n'est plus tenable aujourd'hui. Ouais, mais Fabrice a pris la présidence parce qu'il s'est passé des choses aussi. Mais je ne lui en veux pas, je ne lui en veux pas. Non, c'est le système en lui-même, coach. C'est pas la personne, en fait. Je pense que ça aurait pu être n'importe qui, c'est le système. Donc ça veut dire que les problèmes étaient déjà là il y a 2 ans, après le départ de Jean-François. Mais ils étaient déjà là même avant le départ de Jean-François, parce qu'on a eu le système de mis en place avec la pseudo-prise de gouvernance de Xavier Gravelaine, et on a déjà remarqué à ce moment-là que cette gouvernance était impossible. Donc il a déjà fleuri avant même que Jean-François Fortin soit mis à l'écart en mai 2018. C'est-à-dire que, comme le dit très justement Julien Caillard, c'est un système qui est fait pour protéger une entité avec une gestion de père de famille. Excusez-moi, messieurs, mais la gestion de Xavier Gravelaine, c'est une gestion du milieu du foot. C'est pas une gestion de père de famille. Le père de famille, il était là derrière pour essayer de compenser les choses. Mais on a bien vu qu'au bout d'un an, ça ne marchait déjà plus. Et l'année 2018, elle a été l'année de l'explosion parce que il est impossible dans le système actuel d'avoir un président qui gouverne totalement. Il en fallait 13, vous l'avez tous dit, messieurs, pour être d'accord, pour recapitaliser, pour remettre de l'argent au pot. Aujourd'hui, c'est plus possible, non, Julien, coach? Mais moi, je crois surtout qu'on est arrivé au bout du processus parce que à un moment, il faut que ces 13 actionnaires soient en accord les uns avec les autres. Et il faut que le président, qui est l'un des actionnaires, dans mon esprit, en tout cas, l'institution, elle a été pensée comme cela et pour cela, il faut que ce président soit légitime, qu'il ait la majorité, la confiance des actionnaires et qu'il faut en même temps, sans doute, qu'il soit capable d'écouter ses actionnaires. Tout cela a disparu depuis maintenant plusieurs années et on est arrivé au bout du chemin. Au bout du chemin. Messieurs, on va conclure là-dessus. Thibaut Deslandes, je commence avec vous. Alors, on ne va pas parler de pronostic, mais votre analyse pour les 15 prochains jours, est-ce que Caen va se maintenir? Est-ce que Capton va vraiment reprendre? Est-ce qu'on va arriver au bout de cette négociation ou pas? Bah écoutez, j'ai pas sorti ma boule de cristal, donc je pensais pour cette dernière que vous alliez le faire. Non, j'ai hésité, mais non, j'en sais absolument rien. Ce que je pense fondamentalement, c'est que le Stade Malherbe jouera en Ligue 2 la saison prochaine, mais que si ces négociations n'avancent pas très vite, le Stade Malherbe aura, parce que là on parle du très court terme, mais il y a quand même aussi du moyen et du long terme à assurer. Et la discussion qu'on a là aujourd'hui, on l'aura de nouveau dans quelques mois. J'en suis convaincu. Coach Gallon, à vous. Votre sentiment sur les prochains jours, est-ce que vous êtes dans la même veine que Thibaut Deslandes? Déjà, il faut prendre les choses les unes après les autres. Donc, il y a une date qui est aujourd'hui. Et ça à prendre en compte parce que psychologiquement aussi, quand les autres actionnaires… Dans le symbole, voilà, psychologiquement et le symbole, ouais, c'est ça surtout. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, j'entends des choses, mais si à 18h aujourd'hui, on dit le Stade Malherbe est relégué, là, peut-être que ça va faire bouger les choses plus vite que prévu. Donc forcément, que tout ce qu'on a pu parler, l'actionnariat, de voir ses parts, rediscuter, ben là, oui, ça va faire bouger tout le monde. Et j'espère que ça fera bouger tout le monde, parce qu'encore une fois, la seule chose que les gens de l'extérieur y voient, c'est le Stade Malherbe. Donc le reste… les petits problèmes, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux investir. Quelque part, le plus important, c'est la vie du Stade Malherbe. Donc, moi, je suis pressé qu'une solution soit trouvée.
Et que, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, qu'il y ait plus de transparence, que ça soit. Je pense là aujourd'hui qu'il n'y a même plus de guéguerre interne. On n'en est même plus là. On n'en est même plus à une guéguerre interne, qui savoir le pouvoir, c'est encore autre chose. Et en tout cas, j'espère que le Stade Malherbe va trouver une solution et qu'on sera en Ligue 2 à la reprise. Julien Caillard, je termine avec vous. Même question qu'à vos deux camarades de jeu du jour. Moi, je suis convaincu qu'on jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Je suis à peu près convaincu que le projet de Pierre-Antoine Capeton va finir par voir le jour. Et puisqu'on en est à l'heure des pronostics, moi, mon pronostic, c'est que tout ça se réglera au tout dernier moment. Voilà, donc on va dire aux alentours du 15-20 juillet, quand tous les recours. Voilà, quand tous les recours seront épuisés. Merci à vous, messieurs, d'avoir conclu cette saison de Club Foot sur les antennes de Tendance Ouest. Merci à tous les camarades de jeu. Vous l'avez cité tout à l'heure, Mathieu Billot qui est là relativement souvent. Merci également aux camarades du Courrier Cauchois qui sont venus dans cette émission et à tous les autres qui ont participé et qui vous ont fait ce Club Foot cette saison. On se donne d'ores et déjà rendez-vous évidemment sur les terrains dès le 11 juillet pour le Stade Malherbe de Caen, dès le 12 pour le Havre Athletic Club pour la phase de préparation. Et on se donne rendez-vous dans cette émission dès le mois de septembre avec évidemment encore une actu très chaude dans le foot normand. D'ici là, passez un très bel été à l'écoute de Tendance Ouest. Salut.